La mort de son épouse avait transformé le puissant baron Philippe Dubois en un homme sombre, mais c'est dans les yeux humbles d'une servante qu'il trouva une lumière qu'il ne savait même pas chercher. Voici l'histoire d'un amour né entre différentes classes, qui défia les préjugés d'une époque et révéla que le cœur ne reconnaît pas les barrières sociales. Dans les pages suivantes, vous ferez la connaissance de Célestine, une jeune femme travailleuse arrivée au domaine de Sainte-Claire avec pour seul bagage un baluchon de vêtements et une détermination inébranlable. Et vous découvrirez comment un simple geste d'humanité fut capable d'éveiller des sentiments que le deuil avait ensevelis. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La pluie de janvier s'abattait sans pitié sur les toits du domaine de Sainte-Claire lorsque Célestine Moreau posa pour la première fois le pied dans la cour à La Roche-sur-Yon. C'était en 1892 et la région de la Loire gardait encore les vestiges d'une France impériale qui hésitait à accepter les changements des temps nouveaux. À 23 ans, elle ne portait qu'un baluchon de toile et la recommandation de son ancienne patronne, décédée de la fièvre jaune à Bordeaux. Le baron Philippe Dubois observa par la fenêtre de la bibliothèque l'arrivée de la nouvelle servante. À 42 ans, c'était un homme d'une stature imposante, aux cheveux sombres déjà parsemés de fils argentés et aux yeux qui avaient été chaleureux un jour, mais qui semblaient désormais perpétuellement recouverts d'un voile de mélancolie. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Madame Hélène avait quitté ce monde, victime d'une pneumonie que même tous les médecins de Paris n'avaient pu guérir. Depuis lors, la grande demeure était devenue un mausolée de souvenirs, où le silence régnait en maître et où les employés marchaient sur la pointe des pieds, craignant d'éveiller la colère ou, pire encore, la profonde tristesse de leur maître. Le domaine restait prospère, les vignobles s'étendaient sur des collines entières, et la production n'avait jamais cessé, mais l'âme de ce lieu était partie avec la baronne Madame Firmin. La gouvernante, qui dirigeait la maison depuis plus de 15 ans, reçut Célestine dans la cuisine avec le pragmatisme typique de celle qui avait vu de nombreuses servantes arriver et partir. C'était une femme rondelette, aux cheveux gris toujours attachés en un chignon serré, et aux petits yeux perspicaces, qui ne laissait passer inaperçu le moindre détail. La nouvelle servante attira immédiatement son attention. Célestine était belle d'une manière simple et naturelle, avec des yeux bruns expressifs et une façon de porter la tête haute qui démontrait de la dignité, même vêtue d'une robe rapiécée et de chaussures usées. Il y avait quelque chose en elle qui la distinguait de la soumission attendue d'une domestique sans référence solide. « Ma petite, écoutez bien ce que je vais vous dire », commença Madame Firmin, conduisant Célestine à travers les couloirs sombres de la grande maison. « Ce n'est pas une maison comme les autres. Le maître a perdu son épouse il y a 2 ans et ne s'est pas encore remis de sa douleur. Ici, on parle bas, on travaille en silence et, surtout, on ne dérange pas le baron sans nécessité extrême. » Célestine acquiesça respectueusement, mais ses yeux curieux enregistraient chaque détail de l'environnement. La maison était magnifique, avec des meubles en acajou sculptés, des rideaux de velours bordeaux et des portraits de famille accrochés au mur. Cependant, une tristesse palpable flottait dans l'air, comme si l'architecture elle-même déplorait une perte irréparable. « Vos tâches seront dans l'aile est de la maison », continua Madame Firmin. Nettoyage des chambres d'amis, soins de la vaisselle fine, organisation de la cristallerie et aide à l'office pendant les repas. Le baron garde ses appartements dans l'aile ouest et personne n'y entre, sauf moi, 1 fois par semaine, pour superviser le rangement. Elles s'arrêtèrent devant une petite chambre, mais propre, au rez-de-chaussée près de la cuisine. « Ce sera votre chambre. Réveil à 5 heures du matin, couché à 9 heures du soir. Le dimanche est un jour de congé, mais seulement une demi-journée. Les repas sont servis dans la cuisine avec les autres employés. 25 € par mois, payés le dernier jour. » Célestine déposa son baluchon sur le lit étroit et respira profondément. C'était un nouveau départ,
Un de plus dans sa vie, marqué par des changements constants depuis qu'elle avait perdu ses parents adolescentes. « Madame Firmin, dit-elle d'une voix ferme, vous pouvez être sûre que je ferai de mon mieux. Je ne suis pas venue ici pour créer des problèmes. » La gouvernante l'étudia un instant, essayant de déchiffrer si cette détermination était sincère ou simplement une mise en scène bien répétée. « Nous verrons, » murmura-t-elle. La dernière servante venue de Bordeaux n'a duré que 3 semaines. Elle disait que la maison avait des fantômes et qu'elle entendait des pleurs pendant la nuit. Le lendemain matin, Célestine commença sa routine, avant même le lever du soleil, alluma le poêle à bois, chauffa l'eau pour le bain des maîtres et commença à préparer la table du petit déjeuner dans la salle à manger principale. La maison s'éveillait lentement, avec les bruits familiers d'un domaine agricole, le chant des coqs, le mugissement lointain du bétail et le bruit des employés commençant leurs tâches dans la cour. Vers 7 heures, alors qu'elle rangeait les tasses en porcelaine dans la cristallerie, elle entendit des pas lourds descendre le grand escalier. Son cœur s'accéléra involontairement. Ce serait la première rencontre en face à face avec le maître. Elle vérifia rapidement si sa jupe était en place et si ses cheveux étaient bien attachés sous sa coiffe blanche. Le baron Philippe entra dans la salle à manger avec l'air de celui qui porte le poids du monde sur ses épaules. Il portait un costume sombre, impeccablement coupé, mais ses yeux montraient la fatigue de celui qui avait mal dormi. Une fois de plus, il la salua d'un léger hochement de tête, s'assit à sa chaise habituelle en bout de table et commença à feuilleter le journal de Paris, arrivé la veille. Célestine lui servit le café, veillant à ne pas faire de bruit inutile avec la porcelaine. Elle remarqua qu'il prenait son café noir, sans sucre, et ne mangeait qu'un morceau de pain beurré. C'était un repas frugal pour un homme de sa position sociale. Alors qu'elle se penchait pour ramasser les miettes tombées à côté de l'assiette, un mouvement brusque lui fit tomber la petite cuillère en argent sur le sol. Le son métallique résonna dans la pièce comme un coup de feu. Le baron leva les yeux de son journal pour la première fois et la fixa directement. Pendant quelques secondes qui parurent une éternité, leurs regards se croisèrent. Célestine vit dans ses yeux sombres non seulement la sévérité attendue d'un maître irrité, mais une profonde mélancolie qui la toucha de manière inattendue. « Pardonnez-moi, baron, » murmura-t-elle, se baissant rapidement pour ramasser la cuillère. « C'était sans faire exprès. » Il continua à l'observer quelques instants de plus, puis retourna à son journal sans prononcer un mot. Mais quelque chose avait changé dans ce bref moment. Une étincelle presque imperceptible s'était allumée dans le silence de la grande maison. 2 semaines s'écoulèrent dans une routine méticuleuse et silencieuse. Célestine se montrait une employée exemplaire, ponctuelle, soigneuse et surtout discrète. Contrairement aux servantes précédentes, elle ne posait pas de questions indiscrètes, ni n'essayait d'espionner au coin de la maison. Elle travaillait avec efficacité et se retirait sans bruit, comme une ombre qui laisse tout plus propre et organisé sur son passage. Ce fut par un après-midi pluvieux de février, alors qu'elle cherchait des chiffons propres dans le grenier de la maison, que Célestine fit une découverte qui changerait sa perception du maître. Dans le coin le plus sombre du débarras, partiellement recouvert d'une bâche poussiéreuse, elle trouva un chevalet de peintre avec plusieurs tableaux appuyés contre le mur. La curiosité l'emporta sur la prudence. Avec précaution, elle écarta la bâche et contempla les toiles avec une admiration croissante. C'étaient des paysages du domaine lui-même, des portraits délicats de Madame Hélène et des natures mortes peintes avec une technique raffinée. Les couleurs étaient vives, les traits sûrs, révélant un talent artistique qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver chez cet homme austère et mélancolique. Un tableau en particulier attira son attention. C'était un portrait de Madame Hélène dans le jardin de la maison, souriant spontanément en cueillant des roses blanches. La peinture transpirait l'amour et la tendresse, montrant un côté du baron qui contrastait complètement avec l'image publique qu'il projetait. Célestine réalisa qu'elle était devant les vestiges d'un homme qui avait un jour été capable de voir la beauté dans le monde. « Célestine !» La voix grave derrière elle faillit lui faire tomber le tableau. Le baron Philippe se tenait à l'entrée du grenier, avec une expression mêlant surprise et irritation.
Madame Firmin ne vous a pas dit que le grenier n'était pas accessible pour le nettoyage? Pardon, baron, balbutia Célestine, remettant rapidement la bâche sur les peintures. Je cherchais des chiffons pour nettoyer les cristaux et je me suis perdu. Je n'ai rien touché. Et juste... Sa voix s'éteignit lorsqu'elle réalisa qu'il marchait vers elle à pas lents et délibérés. Il s'arrêta tout près d'elle, et pendant de longues secondes, il la fixa avec une intensité troublante. « Vous les avez regardés, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation. Célestine acquiesça timidement, se préparant à l'inévitable renvoi. « Elles étaient magnifiques », murmura Célestine, les surprenant tous deux par son courage. « Surtout le portrait de la baronne dans le jardin. Je n'ai jamais rien vu d'aussi vivant. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir, mais il y avait une sincérité dans sa voix qui désarma l'irritation initiale du baron. Philippe resta silencieux, comme s'il traitait le fait que quelqu'un, après si longtemps, avait admiré son travail. « Vous vous y connaissez en art ?» demanda-t-il finalement, avec une curiosité sincère qu'il n'avait pas montrée depuis des années. « Pas comme les personnes instruites l'entendent, » admit-elle. « Mais ma mère disait que le véritable art parle directement au cœur, sans avoir besoin d'explication. Et vos peintures, elles parlent, baron. » Il écarta lentement la bâche, révélant à nouveau les toiles oubliées. « Je ne peins plus depuis qu'elle est partie, » dit-il d'une voix étranglée. C'était Hélène qui m'inspirait, qui posait patiemment pendant que j'essayais de capturer sa beauté. Sans elle, les couleurs ont perdu leur sens. Célestine l'observa avec une attention croissante. Là se tenait un homme qui avait enterré non seulement son épouse, mais aussi une partie fondamentale de lui-même. Peut-être, s'aventura-t-elle, peut-être que la baronne n'aimerait pas vous voir abandonner quelque chose qui vous rendait heureux. D'après ce que je vois dans ses peintures, elle aimait vous voir créer. L'observation frappa Philippe comme un coup de poing dans l'estomac. Il se souvint d'Hélène assise dans le fauteuil de la bibliothèque, souriant en l'observant mélanger les couleurs et expérimenter différentes tonalités. « Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, Célestine, » dit-il avec une dureté qu'il ne ressentait pas, seulement comme une défense contre la vérité douloureuse des mots de Célestine. « Pardonnez-moi, dit-elle, baissant la tête. Je n'en avais pas le droit, c'est juste que... » Elle hésita, puis continua avec une fermeté renouvelée. « C'est juste que gaspiller un don, c'est presque comme gaspiller la vie, et il me semble que la vie vous a déjà pris trop de choses, monsieur. » Il la fixa de longs instants, voyant dans ses yeux bruns une compassion qu'il n'avait pas trouvée depuis longtemps. « Allez-vous-en, dit-il, mais sa voix avait perdu son âpreté, ne laissant que de la fatigue, et peut-être le premier aperçu de quelque chose ressemblant à de l'espoir. Dans les jours qui suivirent la rencontre au grenier, un changement subtil commença à se manifester dans la routine de la grande maison. Le baron Philippe, qui auparavant reconnaissait à peine la présence des employés, commença à remarquer les petits détails du travail de Célestine. Les arrangements de fleurs fraîches qu'elle plaçait discrètement dans les salons, la manière dont elle pliait les serviettes en lin, le soin particulier avec lequel elle lustrait l'ancienne argenterie. Célestine, à son tour, se mit à l'observer avec une attention redoublée. Elle remarqua qu'il laissait toujours des restes dans son assiette pendant les repas, que ses mains tremblaient parfois légèrement en tenant sa tasse de café et que, lorsqu'il pensait être seul, ses yeux se perdaient dans les paysages de la fenêtre, avec une mélancolie presque palpable. Ce fut un matin de mars, alors qu'elle servait le petit déjeuner, qu'elle prit une décision qui allait à l'encontre de toutes les règles établies par Madame Firmin. Elle s'approcha de la table avec un petit plat qui ne figurait pas au menu habituel. « Baronne, » dit-elle d'une voix hésitante, « je me suis permis de préparer quelque chose de différent aujourd'hui. Ce sont des petits pains de maïs, faits comme ma grand-mère me l'a appris. Je pensais que peut-être vous... » Sa voix s'éteignit lorsqu'il leva les yeux avec une expression indéchiffrable. Philippe fixa les petits pains dorés encore chauds et sentit un arôme familier qui le transporta instantanément à son enfance.
Ils étaient exactement pareils à ceux que la cuisinière de sa mère préparait dans l'ancien domaine de son père, à l'époque où la vie semblait plus simple et les matins avaient le goût de la maison. « Qui vous a demandé de faire cela ?» demanda-t-il. Mais il y avait plus de curiosité que de réprobation dans sa voix. « Personne n'a demandé de modifier le menu. Vous mangez si peu, » répondit Célestine avec un courage qui la surprit. « Et j'ai pensé que peut-être quelque chose fait avec affection pourrait apporter un peu de réconfort. » Elle rougit immédiatement, réalisant qu'elle avait franchi une ligne qui séparait la servante respectueuse de la femme qui se soucie sincèrement. Il prit un des petits pains et le goûta lentement, savourant non seulement le goût, mais aussi le souvenir affectif qui l'accompagnait. « C'est bon, dit-il simplement, mais il y avait une douceur dans sa voix qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. Très bon. » Ce fut alors que Célestine esquissa un petit sourire, le premier qu'il vit illuminer son visage depuis son arrivée au domaine. La transgression des petits pains ouvrit une brèche presque imperceptible dans le protocole rigide qui régissait la maison. Non pas que les règles aient changé officiellement. Madame Firmin restait vigilante et les autres employés maintenaient leur posture respectueuse habituelle. Mais entre le baron Philippe et Célestine commença à s'établir une communication faite de petits gestes et de regards qui en disaient plus que des mots. Il passa plus de temps à la table du petit déjeuner, feuilletant le journal avec moins de hâte lorsqu'elle était à proximité, rangeant la vaisselle. Elle, à son tour, trouvait des excuses pour rester dans la pièce, ajuster un vase ici, lustrer un miroir là, prolongeant sa présence de manière presque imperceptible. Ce fut un après-midi d'avril lorsqu'une forte pluie obligea tout le monde à se retirer plus tôt, que le premier véritable dialogue eut lieu entre eux. Célestine était dans la bibliothèque, rangeant quelques livres qui étaient restés sur la table de lecture, lorsque le baron entra, cherchant un volume spécifique sur l'agriculture. « Vous lisez, Célestine » demanda-t-il, l'observant manipuler avec soin un exemplaire de Balzac. La question ne portait pas de préjugés, seulement une curiosité sincère envers cette servante qui se montrait chaque jour différente des autres. « Oui, monsieur » répondit-elle, refermant le livre avec précaution. « Mon père était instituteur dans une école rurale. Il disait que la lecture était le seul véritable héritage qu'il pouvait me laisser. » Il y avait de la fierté dans sa voix, mêlée à une nostalgie évidente. « Et qu'est-ce que vous lisez ?» continua-t-il, s'approchant pour voir quel ouvrage elle tenait. C'était un de ses romans, un de ses favoris. Célestine hésita comme si elle marchait sur un terrain interdit. « J'aime la façon dont il écrit sur les gens, comment il parvient à montrer que même les sentiments les plus nobles peuvent être compliqués. Un homme peut aimer une femme passionnément, mais ne pas réussir à lui faire confiance. Parfois, je me demande si la méfiance ne blesse pas plus que la trahison elle-même. » Philippe écarquilla les yeux, sincèrement surpris par la profondeur de l'observation. « C'est une analyse intéressante, » dit-il, oubliant un instant la différence de classe qui les séparait. « J'ai toujours pensé que Balzac voulait nous montrer comment la jalousie peut détruire même l'amour le plus sincère. Peut-être que les deux ont raison, » suggéra-t-elle avec un sourire timide. La conversation sur Balzac fut comme une clé tournant dans une serrure longtemps verrouillée. Les jours suivants, Philippe commença à remarquer des détails qui lui échappaient auparavant. L'intelligence naturelle de Célestine, sa sensibilité aux questions qui dépassaient ses tâches domestiques, la manière dont elle se déplaçait dans la maison, avec une grâce inconsciente qui n'avait rien à voir avec sa condition sociale. Célestine, à son tour, commença à comprendre que derrière le masque de sévérité se cachait un homme profondément blessé, mais non cruel. Ses observations discrètes révélèrent quelqu'un qui luttait contre la tristesse avec la seule arme qu'il connaissait, l'isolement émotionnel. Mais elle commença à soupçonner que cette stratégie échouait lamentablement. Ce fut un matin de mai, alors que les premières gelées annonçaient l'arrivée de l'hiver, qu'elle prit une autre décision qui défierait les conventions. En terminant le nettoyage du salon,
Elle remarqua par la fenêtre l'état lamentable du jardin, qui avait été autrefois la fierté de la baronne Hélène. Les rosiers étaient abandonnés, les bordures envahies par les mauvaises herbes, et les parterres qui affichaient autrefois des fleurs colorées n'abritaient plus que de la terre desséchée et des feuilles mortes. Sans demander la permission à personne, Célestine passa son dimanche de congé à travailler dans le jardin. De ses propres mains, elle arracha les mauvaises herbes qui étouffaient les rosiers, tailla les branches sèches et arrosa la terre desséchée avec de l'eau qu'elle transporta seau par seau depuis la cuisine. Ce n'était pas un travail pour une domestique, mais elle sentait que laisser cet espace mourir serait une offense à la mémoire de la femme qui y avait été aimée. Philippe découvrit son activité par hasard, alors qu'il se promenait dans la cour en fin d'après-midi. Il s'arrêta à quelques mètres, l'observant travailler avec une dévotion qui le toucha profondément. Elle avait troqué sa robe de travail contre une jupe simple et un chemisier de coton, et ses cheveux s'échappaient de sa tresse, encadrant son visage moite d'effort. « Célestine, que faites-vous ici ?» demanda-t-il, s'approchant à pas décidés. Sa voix apportait plus de surprise que d'irritation, mais Célestine ne sut interpréter le ton et se leva rapidement, essuyant ses mains sales sur sa jupe. « Pardonnez-moi, baron, » dit-elle le cœur battant. « Je sais que je ne devrais pas toucher au jardin sans permission, mais je ne supportais pas de voir tout mourir. La baronne aimait cet endroit, n'est-ce pas? Il me semble mal de laisser... » Sa voix faiblit lorsqu'elle réalisa qu'il s'approchait encore plus jusqu'à se tenir tout près des rosiers qu'elle avait taillés. Philippe toucha délicatement l'un des rosiers que Célestine avait soignés, remarquant les premiers bourgeons verts qui commençaient à apparaître sur les branches taillées. « Hélène a planté ce rosier la première année de notre mariage ?» dit-il d'une voix basse, perdue dans ses souvenirs. Elle disait qu'elle voulait voir les roses blanches depuis la fenêtre de notre chambre tous les matins. Célestine resta silencieuse, réalisant qu'il ne lui parlait pas exactement à elle, mais à lui-même, laissant échapper des souvenirs qu'il avait gardés enfermés pendant 2 ans. « Elle passait des heures ici, » continua-t-il, « surtout les dimanches après-midi. Elle disait que parler aux plantes l'aidait à organiser ses pensées. Elle devait être une femme spéciale, » murmura Célestine, choisissant soigneusement ses mots. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il, la regardant alors, vraiment la regardant comme s'il la voyait pour la première fois, indiquant d'un geste le travail qu'elle avait accompli. La question était plus profonde qu'il n'y paraissait, et Célestine sentit que sa réponse pourrait tout changer entre eux. « Pourquoi ?» dit-elle en choisissant ses mots avec soin. « Parfois, et prendre soin de ce que quelqu'un a aimé est une façon d'honorer à la fois l'amour et la personne. Et pourquoi ? Parce que je ne supporte pas de voir la beauté mourir quand elle peut être sauvée. » Philippe sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis le départ d'Hélène. « Vous avez de la famille ?» demanda-t-il soudainement, changeant complètement le cours de la conversation. « Plus maintenant, » répondit-elle simplement. « Mes parents sont morts de la variole quand j'avais 16 ans. Depuis, je travaille dans des maisons de famille. La dame qui m'a recommandé ici était la dernière. Elle était très gentille, mais elle est partie aussi. Avez-vous déjà été amoureuse ?» La question sortit avant qu'il ne puisse se rendre compte de son inopportunité. Un maître ne devrait pas poser de questions personnelles à une servante. Mais à ce moment-là, dans le jardin qui commençait à renaître, les conventions sociales semblaient moins importantes que le besoin humain de connexion. Célestine rougit légèrement. « Une fois, » admit-elle, « un jeune homme de la ville où je travaillais avant, mais il a épousé la fille du commerçant local. C'était plus pratique pour les affaires de sa famille. » Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, seulement une acceptation mélancolique de la réalité. « Pratique !» répéta Philippe avec ironie. « Parfois, je me demande combien de vies sont gâchées au nom de la commodité. » Les semaines qui suivirent apportèrent des changements subtils, mais perceptibles dans l'atmosphère du domaine de Sainte-Claire. Le jardin, sous les soins secrets de Célestine, commençait à montrer des signes de vie renouvelée.
De petits bourgeons apparaissaient sur les rosiers taillés et quelques fleurs courageuses s'épanouissaient ici et là, apportant de la couleur à un espace qui avait été mort si longtemps. Philippe trouva des excuses pour se promener dans le jardin toujours en fin d'après-midi lorsque le travail au bureau était terminé. Officiellement, il inspectait les rénovations nécessaires à la maison, mais en réalité, il cherchait ces moments de rencontre fortuite avec Célestine qui était invariablement là, arrosant, taillant ou simplement contemplant le progrès de son travail. Ce fut un de ces après-midi que se produisit quelque chose qu'aucun des deux n'oublierait. Célestine était agenouillée près d'un parterre, plantant des semis d'immortelles qu'elle avait obtenus de l'épouse du contremaître. Quand l'un des chats du domaine, un siamois espiègle nommé Sultan, décida d'aider, égreusant exactement là où elle venait de planter. « Sultan, non !» s'exclama-t-elle, essayant d'éloigner le chat qui semblait déterminé à défaire tout son travail. L'animal, interprétant la tentative de l'éloigner comme un jeu, commença à courir en cercles autour d'elle, éparpillant de la terre partout et la faisant trébucher sur sa propre jupe. Philippe, qui observait la scène de loin, ne put retenir son rire. C'était la première fois en 2 ans qu'il riait sincèrement, non par politesse ou convention sociale, mais par pur amusement spontané. Le son de son rire, grave et chaleureux, résonna dans le jardin comme une musique oubliée depuis longtemps. Célestine, toujours au sol, luttant avec le chat joueur, regarda dans sa direction et vit sur son visage une expression complètement différente. Le sourire qui accompagnait le rire transformait ses traits, révélant l'homme qui existait avant la tragédie. Sans pouvoir se retenir, elle aussi commença à rire, d'abord timidement, puis avec une joie sincère. « Sultan a toujours été un jardinier terrible, » dit Philippe, s'approchant pour l'aider à se relever. Lorsque leurs mains se touchèrent, la sienne pour la soulever, la sienne pour accepter l'aide, tous deux sentirent une électricité qui allait bien au-delà du contact physique. Pendant quelques secondes qui parurent éternelles, ils restèrent ainsi, mains entrelacées, regards connectés, tandis que Sultan continuait sa danse espiègle autour d'eux. « Merci », murmura Célestine, ne se référant pas seulement à l'aide pour se relever. À partir de ce rire partagé dans le jardin, une ligne invisible avait été franchie. Non pas qu'il y ait eu des changements drastiques dans la routine de la maison. Madame Firmin restait vigilante. Les autres employés maintenaient leurs fonctions et les conventions sociales restaient apparemment intactes. Mais entre Philippe et Célestine, il y avait désormais une complicité silencieuse, un langage fait de regards et de petits gestes qui parlaient plus fort que n'importe quel mot. Philippe commença à laisser des livres oubliés aux endroits où il savait que Célestine travaillerait. Il n'en disait jamais rien, mais remarquait quand il changeait de position ou quand une page était marquée d'un petit morceau de papier. Elle, à son tour, se mit à laisser de petits arrangements floraux dans les pièces qu'il fréquentait le plus, toujours sous prétexte que c'étaient des fleurs abîmées du jardin qui devaient être utilisées. Madame Firmin, avec son expérience de plusieurs décennies à s'occuper de cette maison, commença à percevoir les changements subtils. Le maître prenait plus de temps pour ses repas. Il posait occasionnellement des questions sur l'avancement de petits services domestiques qui auparavant ne l'avaient jamais intéressé, et un détail qui n'échappa pas à son œil exercé. Il semblait avoir retrouvé une partie de l'appétit qu'il avait perdu depuis la mort de son épouse. Célestine, l'appela-t-elle un matin de juin, alors que la jeune femme revenait du jardin les mains sales de terre. « J'ai besoin de vous parler. » Le cœur de Célestine s'emballa. Était-il possible que Madame Firmin ait remarqué quelque chose? Elle suivit la gouvernante jusqu'au garde-manger, un endroit où les conversations privées pouvaient être tenues à l'abri des oreilles curieuses. « Ma petite, » commença Madame Firmin avec sa franchise habituelle. « Je ne sais pas ce qui se passe entre vous et le maître, mais je peux voir que quelque chose a changé. Le baron est différent, plus présent, si vous me comprenez. » Célestine sentit son visage brûler. « Madame Firmin, je ne... »
Elle tenta de se défendre, mais la gouvernante l'interrompit d'un geste. « Je ne vous accuse de rien d'inapproprié, » dit-elle avec fermeté. « En fait, si vous avez réussi à sortir cet homme de la profonde tristesse dans laquelle il était plongé, je pourrais même vous remercier. Mais je dois vous faire comprendre une chose, aussi sympathique que je puisse être envers vous. Je suis employé de cette maison depuis 15 ans et ma loyauté va à la famille Dubois. » Le message était clair. Tout ce qui menacerait la réputation ou le bien-être du baron serait combattu sans pitié, indépendamment des sentiments personnels de la gouvernante. « Je comprends parfaitement, » répondit Célestine, relevant le menton avec dignité. « Et vous pouvez être sûr que je ne ferai jamais rien qui puisse déshonorer cette maison ou le baron. » L'hiver de 1892 fut plus rigoureux que d'habitude dans la campagne française. Les nuits glaciales obligeaient tout le monde à se retirer plus tôt et les après-midi raccourcis créaient une atmosphère d'intimité forcée à l'intérieur de la grande maison. Ce fut à cette époque que les sentiments si longtemps réprimés entre Philippe et Célestine commencèrent à devenir impossibles à ignorer. Philippe trouva des excuses pour travailler dans la bibliothèque l'après-midi, sachant que c'était l'heure où Célestine s'occupait du nettoyage de cette pièce. Elle, à son tour, passa plus de temps à organiser les livres, comme si chaque volume exigeait une attention particulière. Il parlait de littérature, de la vie au domaine, de petits événements quotidiens, toujours en maintenant la formalité nécessaire, mais laissant transparaître une intimité émotionnelle croissante. Ce fut un de ces après-midi, alors qu'une pluie glaciale fouettait les fenêtres, que Philippe commit le premier acte véritablement imprudent depuis l'arrivée de Célestine. Elle était debout sur une échelle, atteignant les volumes les plus hauts de la bibliothèque, lorsque son pied glissa sur le barreau mouillé par ses propres bottes trempées. Philippe réagit par instinct, se levant rapidement de son fauteuil pour la retenir. Elle tomba directement dans ses bras et, pendant quelques secondes qui parurent suspendues dans le temps, ils restèrent ainsi. Elle nichait contre sa poitrine, lui la tenant fermement, tous deux sentant la respiration accélérée de l'autre. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix rauque, mais il ne fit aucun mouvement pour la relâcher. Leurs visages étaient dangereusement proches, et Célestine pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, malgré le froid de l'après-midi. « Non », murmura-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas non plus. Leurs yeux se rencontrèrent, et à ce moment-là, tous deux sûrs qu'ils avaient atteint un point de non-retour. L'attraction qu'ils se refusaient était là, palpable et indéniable. Philippe inclina légèrement la tête, comme s'il allait l'embrasser, mais à la dernière seconde, la raison l'emporta sur l'impulsion. Il l'aida à se tenir debout et recula d'un pas, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Cela ne peut pas arriver, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Cela ne doit pas arriver. » Célestine sentit son cœur se briser un peu, mais elle releva la tête avec la dignité qui la caractérisait. « Vous avez raison, baron. Je vous prie de m'excuser pour la situation embarrassante. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle garda son calme. La tension non résolue de cette rencontre dans la bibliothèque plana sur la maison comme un nuage lourd. Philippe devint plus distant et formel, luttant clairement contre des sentiments qu'il jugeait inappropriés. Célestine, à son tour, se plongea dans le travail avec une dévotion redoublée, comme si l'activité intense pouvait faire taire le tourbillon émotionnel qui la consumait. Ce fut dans cette atmosphère tendue que par un matin de juillet, des visiteurs inattendus arrivèrent au domaine, changeant complètement le cours des événements. 3 élégantes calèches remontèrent l'allée principale, amenant des personnes que Philippe n'avait pas vues depuis plus d'1 an. Albertine Dubois, sa belle-sœur veuve, arriva accompagnée de sa fille Isabelle et d'un homme que Célestine ne connaissait pas, mais qui, par sa posture et ses vêtements, appartenait clairement à la haute société parisienne. Madame Firmin entra dans une panique organisationnelle, mobilisant toute la domesticité pour préparer les chambres d'amis et ajuster la maison pour recevoir des visites d'une telle importance. « Philippe, mon cher »,
s'exclama Albertine, en descendant de la calèche, embrassant son beau-frère avec une effusivité calculée. Quelle joie de vous revoir! J'étais inquiète pour vous, isolée ici dans ce bout du monde, sans compagnie adéquate. Isabelle, une jeune femme de 22 ans, belle à la manière conventionnelle de l'époque, salua son oncle avec un sourire que Célestine, observant discrètement depuis une fenêtre, trouva excessivement chaleureux pour une nièce. Le troisième visiteur fut présenté comme le commandeur Auguste Leclerc, l'un des hommes les plus influents de Paris, selon Albertine. Pendant le dîner servi dans la salle à manger principale, avec toute la pompe que l'occasion exigeait, Célestine aidait au service avec les autres domestiques. C'est ainsi qu'elle entendit, sans le vouloir, une conversation qui la glaça jusqu'aux os. « Philippe » dit Albertine, tandis qu'il savourait le vin de Porto qu'il gardait pour les occasions spéciales. 2 ans se sont écoulés depuis que notre chère Hélène nous a quittés. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de reconstruire votre vie? Ma vie est très bien comme elle est, répondit Philippe sèchement, mais Célestine perçut la tension dans sa voix. Voyons, mon cher, intervint le commandeur d'une voix posée et autoritaire, un homme de votre position ne peut rester seul indéfiniment. Les affaires, la propriété, la continuité de la lignée familiale, tout cela exige une compagne adéquate. Isabelle rougit délicatement, baissant les yeux d'une manière qui semblait modeste, mais que Célestine reconnut comme théâtrale. « Oncle Philippe a toujours été si gentil avec moi, » murmura la jeune femme. « Ce serait un honneur de pouvoir prendre soin de cette belle propriété. » L'insinuation ne pouvait être plus claire. Célestine, immobile près du buffet avec un plat dans les mains, sentit le monde tourner autour d'elle. Il tramait un mariage entre Philippe et sa nièce, là, devant elle, comme s'il était une affaire à conclure et non un homme ayant droit à ses choix. Philippe semblait également mal à l'aise avec la situation. « Albertine, » dit-il avec fermeté, « j'apprécie votre préoccupation, mais je n'ai aucune intention de me remarier. »« Pas maintenant, » répéta le commandeur avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Un jour, certainement. Et quand ce jour viendra, vous ne pourriez trouver meilleure épouse que notre chère Isabelle, jeune, éduquée, de famille traditionnelle, avec une dot considérable et qui a déjà montré une affection particulière pour son oncle, » ajouta Albertine, lançant un regard significatif à sa fille. Célestine ne put plus rester là à écouter. Avec une excuse murmurée sur la vérification de la cuisine, elle quitta la salle à manger à pas rapide, cherchant un endroit où elle pourrait respirer et assimiler ce qu'elle avait entendu. Elle finit dans le jardin, malgré le froid mordant de la nuit d'hiver. Les rosiers qu'elle avait sauvés étaient endormis par la saison, mais leur silhouette sombre contre le ciel étoilé lui rappelait que la vie trouve toujours un moyen de résister, même dans les circonstances les plus difficiles. C'est là que Philippe la trouva 20 minutes plus tard. « Célestine » l'appela-t-il doucement, s'approchant avec précaution. « Vous avez froid, vous devriez rentrer. » Elle ne se retourna pas immédiatement. « Ils veulent que vous épousiez votre nièce, » dit-elle sans détour. « J'ai entendu la conversation. » Philippe soupira lourdement. Albertine a toujours été persistante dans ses opinions sur ce qui est le mieux pour la famille, mais cela ne signifie pas que je vais suivre ses plans. « Et si c'était la bonne chose à faire ?» demanda Célestine, se tournant finalement pour lui faire face. « Elle est jeune, belle, de votre classe sociale. Elle pourrait vous donner des enfants, continuer la lignée familiale. »« Arrêtez !» l'interrompit-il, s'approchant davantage. « Ne dites pas ces choses. »« Pourquoi pas ?» insista-t-elle, les larmes commençant à monter à ses yeux. « Ce sont des vérités que vous devez affronter. Je ne suis qu'une servante, Philippe, une servante qui a oublié sa place et a permis à des sentiments inappropriés. » Sa voix faiblit. Il fit un pas de plus vers elle. « Célestine, non, » dit-elle en reculant. « Ne rendez pas cela plus difficile que ça ne l'est déjà. » Philippe cessa d'essayer de s'approcher, mais ses yeux ne se détournèrent pas de son visage. « La vérité, » dit-il d'une voix basse et intense, « c'est que je ne peux plus faire semblant que vous n'êtes qu'une servante de plus pour moi. La vérité,
c'est que quand je me lève le matin, la première chose à laquelle je pense est de vous trouver dans la salle à manger. La vérité, et c'est que vos mains prenant soin du jardin d'Hélène m'ont apporté plus de paix que 2 ans de deuil solitaire. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme, créant des vagues qui ne pouvaient être défaites. Célestine sentit son cœur s'emballer, mais en même temps, une profonde tristesse l'envahit. « Philippe » murmura-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Cela ne peut mener à rien. Vous le savez. »« Je sais, » admit-il, passant la main dans ses cheveux. « Je sais que c'est de la folie. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce que la société attend. Je sais que cela peut détruire ma réputation et la vôtre aussi. » Mais il hésita, puis continua avec une intensité qui la fit trembler. « Mais je sais aussi que je n'ai rien ressenti d'aussi vrai depuis la mort d'Hélène. » Célestine ferma les yeux, luttant contre l'envie de courir dans ses bras. « Et que proposez-vous que nous fassions de cette vérité ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Que je devienne votre maîtresse, que je vive cachée, méprisée par les autres employés et par la société. » « Je ne sais pas, » avoua-t-il avec une honnêteté douloureuse. « Je sais seulement que je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir. » À ce moment-là, ils entendirent des pas s'approcher dans le jardin. Instinctivement, ils s'éloignèrent tous deux, reprenant une posture plus formelle. C'était Isabelle, enveloppée dans une cape de velours, cherchant apparemment son oncle. « Oncle Philippe » l'appela-t-elle d'une voix mélodieuse. « Maman était inquiète. Vous êtes parti si soudainement. » Ses yeux tombèrent sur Célestine et une expression de dégoût remplaça rapidement le doux sourire. « Ah, je comprends. Vous supervisiez le travail de la domesticité. Je vérifiais juste si tout était en ordre dans le jardin, » répondit Philippe, reprenant un ton formel. « Célestine peut se retirer. Elle doit avoir froid. » Célestine fit une révérence respectueuse. « Avec votre permission, baron, mademoiselle. » Et elle s'éloigna rapidement, mais non sans capter le regard calculateur qu'Isabelle lui adressa. De retour dans sa chambre, Célestine s'assit sur le lit étroit et se permit de pleurer pour la première fois depuis son arrivée au domaine. Elle pleura l'impossibilité de la situation, la douleur d'aimer quelqu'un qu'elle ne pouvait avoir, la certitude que sa vie dans cette maison deviendrait insoutenable très bientôt. Les jours suivants apportèrent un changement radical dans l'atmosphère du domaine de Sainte-Claire. Isabelle assuma le rôle d'hôtesse de la maison avec une naturelle qui dérangea profondément tous les employés les plus anciens. Elle donnait des ordres directs aux domestiques, réorganisait les meubles et les fleurs à son goût, et plus perturbant encore, traitait Philippe avec une intimité qui allait bien au-delà de la relation oncle-nièce. Célestine devint la cible particulière de l'antipathie de la jeune femme. Isabelle trouvait des défauts dans son travail qui n'avaient jamais existé auparavant. Elle faisait des commentaires acides sur l'inadéquation de certaines servantes pour des maisons de famille traditionnelles et chaque fois que possible, interrompait tout moment où Célestine et Philippe pouvaient se trouver dans la même pièce. « Oncle, » dit Isabelle un matin, alors que Philippe prenait son café seul dans la salle à manger. « J'ai remarqué que le jardin est entretenu de manière amateur. Il serait peut-être préférable d'engager un jardinier professionnel. Il ne convient pas que des domestiques s'occupent de tâches pour lesquelles elles n'ont pas été formées. » Philippe, qui lisait le journal, leva les yeux avec une expression neutre. « Le jardin est très bien entretenu, mieux qu'il ne l'a été ces 2 dernières années. »« Ah, mais vous n'avez peut-être pas remarqué certaines inadéquations, » insista Isabelle, s'asseyant plus près de lui. « Une femme expérimentée dans la gestion d'une maison perçoit ces détails. Quand je me marierai, j'ai l'intention d'avoir des jardins qui seront de véritables œuvres d'art. » L'insinuation n'était pas subtile. Philippe plia le journal et la regarda directement. « Isabelle, je dois être clair avec vous sur une chose. Je n'ai aucune intention de me remarier avec qui que ce soit. J'espère que cela mettra fin à toute attente que vous ou votre mère auriez pu créer. » Au lieu de se décourager, Isabelle sourit avec une confiance qui le perturba.
Oh, oncle, tous les hommes disent cela quand ils sont encore en deuil, mais le temps guérit toutes les blessures. Et quand vous serez prêt? Elle posa sa main sur la sienne dans un geste qui aurait pu paraître affectueux pour des observateurs occasionnels, mais que Philippe ressentit comme possessif. « Je ne suis pas en deuil, Isabelle, » dit-il, retirant doucement sa main. C'est à ce moment-là que Célestine entra dans la pièce pour ramasser les tasses de café. Le regard qu'Isabelle lui adressa était d'un pur venin, et Philippe remarqua la tension immédiate qui s'installa dans l'ambiance. « Ah, oui, » dit Isabelle avec une fausse délicatesse. En parlant d'inadéquation, oncle, le commandeur Auguste a commenté hier que certaines familiarités entre maîtres et employés peuvent donner lieu à des commentaires malveillants dans la région. Les mots d'Isabelle tombèrent comme un coup de tonnerre dans la salle à manger. Philippe se raidit sur sa chaise, comprenant immédiatement la menace voilée, tandis que Célestine faillit laisser tomber le plateau qu'elle tenait. La jeune femme continua avec un sourire innocent, comme si elle ne faisait que converser. « Naturellement, » poursuivit Isabelle, « j'ai dit au commandeur qu'il se trompait certainement. Un homme de la position de l'oncle ne s'abaisserait jamais à certaines impropriétés, mais il a insisté sur le fait qu'il avait déjà vu des situations similaires ruiner des réputations solides. » Philippe se leva lentement de la table, son expression devenant dangereuse. « Isabelle, je vous suggère, à vous et au commandeur, de vous concentrer sur vos propres affaires et de laisser les miennes en paix. »« Oh, mais oncle, » dit-elle en feignant la surprise, « nous sommes de la famille. Vos affaires sont aussi nos affaires. Maman et moi voulons seulement vous protéger des malentendus inutiles. » Célestine, qui était restée paralysée pendant l'échange de mots, retrouva finalement sa voix. « Avec votre permission, Andum, » murmura-t-elle, se dirigeant rapidement vers la sortie. Mais Isabelle n'avait pas terminé. « En fait, ma petite, » l'appela-t-elle avec autorité, « puisque vous êtes là, vous pourriez peut-être nous aider à éclaircir ces malentendus. » La question était un piège évident et Philippe intervint avant que Célestine ne puisse répondre. « Ça suffit, » dit-il d'une voix coupante. « Célestine, vous pouvez vous retirer. Isabelle, je veux vous parler en privé. » Mais Célestine ne bougea pas. Au lieu de cela, elle releva la tête avec une dignité qui surprit toutes les personnes présentes, y compris elle-même. « En fait, » dit-elle d'une voix claire et ferme, « j'aimerais éclaircir tout malentendu une fois pour toutes. » Philippe tenta de l'interrompre. Célestine, non. « Ah, le baron a été un maître juste et respectueux depuis le jour où je suis arrivé dans cette maison, » continua-t-elle, regardant directement Isabelle. « Si quelqu'un insinue quelque chose d'inapproprié, cette personne ment ou a des intentions malveillantes. J'ai travaillé dans d'autres maisons avant celle-ci et je sais reconnaître la différence entre un homme honorable et ceux qui ne le sont pas. Le courage de Céleste de le défendre, même en sachant que cela pourrait lui coûter son emploi, toucha Édouard profondément, mais l'alarma aussi, car il percevait qu'Isabelle était en train de monter une situation dont aucun d'eux ne sortirait indemne. « Que c'est intéressant !» murmura Isabelle, avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Une domestique qui se sent le droit de donner des leçons de morale et d'insinuer que je mens. Mon oncle, cela ne confirme-t-il pas exactement ce que je disais à propos des familiarités inappropriées ?» La situation avait atteint un point critique. Édouard réalisa qu'Isabelle avait soigneusement orchestré cette confrontation, probablement avec les conseils de sa mère et du commandeur. C'était une manœuvre calculée pour le forcer à prendre une décision. Soit il se débarrassait publiquement de Céleste, réaffirmant sa position sociale et ouvrant la voie au mariage qu'il désirait, soit il serait perçu comme un homme ayant perdu le contrôle de sa propre maison. « Isabelle, » dit Édouard d'une voix contrôlée, mais menaçante. « Vous avez dépassé les bornes. Céleste est une employée exemplaire de cette maison et je ne tolérerai qu'elle soit manquée de respect par quiconque, famille ou non. » « Mon oncle, » répondit Isabelle avec une fausse préoccupation. « Je comprends que vous vouliez défendre vos employés, mais quand une domestique se comporte de manière présomptueuse et que d'autres commencent à commenter,
Elle laissa la phrase en suspens, permettant à l'implication d'être claire. C'est alors qu'Albertine apparut à la porte de la salle à manger, comme si elle avait attendu le moment propice pour faire son entrée. « Édouard, mon cher, dit-elle d'une voix mielleuse, j'ai entendu des voix s'élever. Y a-t-il un problème ? Aucun problème qui ne puisse être résolu rapidement, répondit Édouard. Mais Céleste remarqua la tension dans sa mâchoire. En fait, maman, dit Isabelle rapidement, je suggérais simplement à mon oncle qu'il était peut-être temps d'apporter quelques changements parmi le personnel. Certaines personnes semblent avoir oublié leur place dans cette maison. Albertine jeta un regard évaluatif à Céleste, qui restait droite, mais clairement ébranlée par la situation. « Ah, je comprends, » murmura la femme plus âgée. « Eh bien, Édouard, vous savez que dans les maisons bien gérées, il est essentiel de maintenir la hiérarchie appropriée. Les employés qui deviennent excessivement familiers peuvent causer toutes sortes de problèmes. » Édouard se sentit acculé. Il savait que s'il défendait Céleste trop véhémentement, il confirmerait leurs soupçons. Mais s'il la sacrifiait pour sauver les apparences, il renierait tout ce qu'il y avait de vrai dans ses sentiments. « Peut-être, » dit Albertine, comme si elle venait d'avoir une inspiration. Peut-être que cette jeune femme serait mieux dans une maison plus petite, où ses ambitions seraient plus adaptées à l'environnement. Je connais plusieurs familles à Paris qui ont besoin de domestiques. Je peux lui trouver une place. C'était l'ultimatum final. Céleste comprit que sa présence au domaine était devenue intenable. Elle regarda une dernière fois Édouard, essayant de graver dans sa mémoire le visage de l'homme qu'elle avait appris à aimer. Puis elle fit une révérence respectueuse. « Si vous me permettez, dit-elle d'une voix ferme, je vais faire mes affaires. » Les mots de Céleste résonnèrent dans la salle à manger comme une sentence finale. Édouard sentit quelque chose mourir en lui, en la voyant accepter la défaite avec tant de dignité, sachant qu'elle sacrifiait sa position pour protéger sa réputation. Albertine et Isabelle échangèrent des regards satisfaits, clairement victorieuses de leur manœuvre pour éliminer ce qu'elles considéraient comme un obstacle. « Ne vous pressez pas, ma chère, » dit Albertine avec une fausse gentillesse. « Vous pouvez rester jusqu'à ce que nous vous trouvions une place convenable. »« Merci, » répondit Céleste, « mais je préfère partir aujourd'hui même. » Elle regarda brièvement Édouard, et il vit dans ses yeux un mélange d'amour et de résignation qui le déchira. Albertine soupira dramatiquement. « Ah, Édouard, je sais qu'il est difficile de prendre des décisions fermes, mais parfois c'est nécessaire pour le bien de tous. Une maison sans ordre approprié est comme un navire sans capitaine. » Édouard ne répondit pas. Il quitta la pièce sans un mot, laissant les deux femmes derrière lui, et se dirigea vers ses appartements. Il devait réfléchir. Il devait trouver une solution qui n'impliquait pas simplement de regarder l'amour de sa vie disparaître pour toujours. Pendant ce temps, dans la chambre de service, Céleste rangeait ses quelques affaires d'une main tremblante. Madame Firmin apparut à la porte, clairement perturbée par les événements. « Ma petite, » dit la gouvernante, « êtes-vous sûre de vouloir partir si soudainement ? » « Il n'y a rien à expliquer, Madame Firmin, » l'interrompit Céleste gentiment. « Certaines situations n'ont pas de solution simple. C'est mieux ainsi. » Elle ferma son baluchon et se tourna vers la femme plus âgée. « Vous avez été très bonne avec moi, je n'oublierai jamais. » Madame Firmin l'embrassa impulsivement, chose rare pour sa nature contrôlée. « Vous avez ramené la vie dans cette maison, » murmura-t-elle, « et je ne sais pas ce qui va se passer après votre départ d'ici. » Céleste était sur le point de sortir par la porte de derrière, évitant les rencontres inutiles, lorsqu'elle entendit des pas pressés derrière elle. C'était Édouard, les cheveux en désordre et une expression désespérée sur le visage. « Ne partez pas !» dit-il simplement. « Je dois partir !» répondit-elle sans se retourner complètement. « Non !» insista-t-il en s'approchant. « Et si je ne me souciais pas de ce que les gens diront ?» Céleste se retourna finalement et il vit des larmes couler sur son visage. « Mais moi, je m'en soucie, » dit-elle d'une voix étranglée. « Je ne peux pas être la cause de votre ruine sociale. Je ne peux pas vivre en sachant que, à cause de moi, vous avez perdu le respect que vous avez mis toute une vie à construire. »
Édouard s'approcha davantage, prenant ses mains entre les siennes, ignorant complètement toute bienséance sociale. « Céleste, écoutez-moi. J'ai passé 2 ans mort à l'intérieur, existant sans vraiment vivre. Vous m'avez ramené à la vie. Cela vaut n'importe quel prix que je doive payer. Ne dites pas ça, murmura-t-elle. C'est la vérité, insista-t-il avec intensité, et je vais le prouver. Il lâcha une de ses mains et sortit de sa poche un papier plié. Ceci est l'acte de propriété d'une petite propriété que je possède à Marseille, une maison avec suffisamment de terrain pour une vie simple, mais digne. Céleste fronça les sourcils, confuse. « Édouard, qu'est-ce que... » « Épousez-moi, dit-il en l'interrompant, non pas comme baron et domestique, mais comme homme et femme. Nous irons à Marseille, loin d'ici, loin des préjugés et des conventions. » La proposition laissa Céleste sans voix. Pendant un instant, elle se permit d'imaginer la vie qu'il lui offrait. Une existence simple, mais aux côtés de l'homme qu'elle aimait, libre des regards jugeurs et des conventions sociales qui les séparaient. « Et le domaine ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Votre vie ici, votre position sociale, tout ce que vous avez construit. »« Albertine peut garder le domaine, » répondit-il sans hésitation. « Elle le gère déjà informellement depuis des mois, depuis son arrivée. Et ma position sociale ?» Il sourit avec amertume. « Quelle valeur a une position sociale si elle m'empêche d'être heureux ?»« Édouard, » murmura-t-elle, « vous parlez sous le coup de l'impulsion. Quand la passion passera, vous le regretterez. Vous vous souviendrez de tout ce que vous avez perdu à cause de moi. » Et il la fit taire en posant doucement ses doigts sur ses lèvres. « La passion peut passer, » dit-il avec sérieux. « Mais l'amour véritable, le respect mutuel, l'admiration que je ressens pour votre courage et votre intelligence, cela ne passe pas, Céleste. Cela ne fait que grandir. » Elle ferma les yeux, luttant contre l'envie de dire oui, d'accepter cette chance de bonheur qui semblait impossible. Mais quand elle les rouvrit, il y avait une résolution douloureuse dans son regard. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas être la cause de votre renoncement à tout. Si vous m'aimez vraiment, vous devez comprendre que mon bonheur ne peut pas être construit sur votre ruine. » Édouard sentit le monde s'écrouler autour de lui. « Alors c'est tout. Nous n'avons rien, » répondit-elle avec une fermeté qui lui coûta toutes ses forces. « Nous n'avons qu'un rêve impossible qui doit prendre fin avant de nous causer plus de douleur à tous les deux. » Édouard resta silencieux de longs instants, digérant le refus de Céleste. Il pouvait voir dans ses yeux que la décision lui causait autant de souffrance qu'à lui, mais il pouvait aussi percevoir la détermination inébranlable de le protéger, même si cela signifiait son propre sacrifice. « Vous faites une erreur, » dit-il finalement d'une voix étranglée. « Vous choisissez une noble agonie au lieu d'un vrai bonheur. »« Peut-être, » admit-elle, « et c'est une erreur avec laquelle je peux vivre. » À ce moment-là, ils entendirent des voix s'approcher. Albertine et Isabelle, probablement à la recherche d'Édouard. Céleste prit son baluchon et se dirigea rapidement vers la sortie. « Céleste !» l'appela-t-il une dernière fois. « Je vous aime, cela ne changera pas. Peu importe où vous êtes ou avec qui je pourrais me marier. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Et je vous aime, » murmura-t-elle, « mais parfois, aimer signifie laisser partir. » Édouard la vit disparaître par la porte de derrière, ne portant que son petit baluchon et le cœur brisé. Il resta là, immobile, jusqu'à ce que les voix d'Albertine et d'Isabelle se fassent plus proches. Alors, avec un soupir qui semblait porter le poids du monde, il rentra dans la maison. « Édouard !» s'exclama Albertine en le trouvant dans le couloir. « Enfin, nous vous cherchions. Isabelle a eu une idée merveilleuse concernant la réorganisation des chambres. » Il regarda sa belle-sœur et sa nièce avec une expression qu'aucune des deux ne sut interpréter. Il y avait quelque chose de différent là, une froideur qui n'existait pas auparavant. « Albertine, » dit-il d'une voix contrôlée, « je dois clarifier certaines choses. Premièrement, le domaine reste ma propriété et c'est moi qui prends les décisions ici. Deuxièmement,
Je n'ai et n'aurai jamais l'intention d'épouser Isabelle ou toute autre personne que vous pourriez suggérer. » « Mais, Édouard, » protesta Albertine, « vous ne pouvez pas rester seul pour toujours. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette domestique présomptueuse. »« Ce qui s'est passé aujourd'hui, » l'interrompit-il avec dureté, « c'est que vous avez réussi à éloigner de ma maison la seule personne qui m'ait apporté un peu de paix ces 2 dernières années. J'espère que vous êtes satisfaite. » Isabelle tenta une approche plus douce. « Mon oncle, je comprends que vous soyez contrarié, mais c'était pour votre bien. Une maison a besoin d'ordre, et cette jeune femme oubliait clairement quelle était sa place. »« Sa place » répéta Édouard avec un sourire amer. « C'était à mes côtés, et vous l'avez chassée. » Il se retourna et commença à monter les escaliers. « Je vous suggère de faire vos valises. Vous partez demain matin. » L'automne 1893 arriva plus tôt que prévu, apportant avec lui des vents froids qui annonçaient de profonds changements. Le domaine de Sainte-Claire avait retrouvé son silence caractéristique après le départ abrupt d'Albertine et d'Isabelle, qui quittèrent la propriété le lendemain de l'expulsion de Céleste, indignées par ce qu'elles considéraient comme un affront inacceptable. Édouard errait dans la maison comme un fantôme, remplissant ses obligations administratives avec une efficacité mécanique, mais sans montrer d'intérêt véritable pour quoi que ce soit. Le jardin que Céleste avait soigné avec tant d'affection commençait à montrer des signes d'abandon à nouveau, car il ne parvenait pas à trouver la force d'engager quelqu'un pour s'occuper de cet espace chargé de souvenirs. Madame Firmin observait son maître avec une inquiétude croissante. Édouard avait visiblement maigri, dormait mal. Elle l'entendait marcher dans les couloirs pendant les nuits, et parlait encore moins que dans les pires moments après la mort d'Hélène. Ce fut par un après-midi pluvieux qu'arrivèrent au domaine des nouvelles qui changeraient définitivement le cours des événements. Un messager apporta une lettre officielle de la capitale, avec le sceau du bureau d'état civil de Marseille. Édouard ouvrit l'enveloppe avec curiosité, mais quand il en lut le contenu, son visage pâlit drastiquement. Céleste Moreira était décédée 3 semaines auparavant, victime de la fièvre jaune, alors qu'elle travaillait dans une maison de famille à Marseille. La lettre, envoyée par le bureau d'état civil, comme l'exigeaient les procédures légales, informait du décès de la jeune femme, qui avait laissé comme seule référence l'adresse du domaine de Sainte-Claire. Édouard lut la lettre 3 fois, avant que la réalité ne pénètre complètement sa conscience. Céleste était morte. La femme qu'il avait aimée, qui avait sacrifié son propre bonheur pour le protéger, était morte seule dans une ville étrangère, s'occupant d'inconnus, loin de toute personne qui se souciait vraiment d'elle. Le papier trembla dans ses mains quand il remarqua la date du décès. Céleste était morte exactement le jour où il avait enfin pris le courage de lui écrire une lettre déclarant son intention de tout abandonner et de la chercher à Marseille. La lettre était encore sur son bureau, non envoyée parce qu'il avait passé des jours à la réécrire, essayant de trouver les mots justes. Madame Firmin le trouva des heures plus tard, toujours assis dans son fauteuil, tenant la lettre officielle avec une expression dévastée qui l'effraya. « Baron !» appela Madame Firmin doucement. « Est-il arrivé quelque chose ?» Elle avait remarqué qu'Édouard n'avait pas touché à son déjeuner et qu'il était resté immobile dans la bibliothèque depuis qu'il avait reçu le courrier. Édouard leva les yeux et la gouvernante y vit une douleur qui allait bien au-delà du deuil. C'était l'agonie de quelqu'un qui porterait pour toujours le poids du remords. « Céleste est morte, » dit-il d'une voix presque inaudible. « Elle est morte à Marseille, il y a 3 semaines. » Madame Firmin sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya sur le dossier du fauteuil, digérant la terrible nouvelle. « Comment ? Elle était si jeune, si saine. La fièvre jaune, répondit-il en tendant la lettre officielle. Elle travaillait dans une maison près du port. La gouvernante lut le document avec une horreur croissante. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « La pauvre fille, seule dans une ville étrangère. » Ses propres larmes commencèrent à couler. « Si seulement nous avions su, nous aurions pu. » « Nous aurions pu quoi ?» l'interrompit Édouard avec amertume.
Je l'ai chassée de cette maison. J'ai permis à ces femmes de l'humilier et de la forcer à partir. Elle est morte à cause de moi, Madame Firmin. Elle est morte parce que je n'ai pas eu le courage d'affronter les conventions sociales. Ne dites pas ça, protesta la gouvernante, mais sa voix manquait de conviction. Elle savait, comme tous dans la maison le savaient, que Céleste était partie pour protéger la réputation d'Édouard, et qu'il avait permis son départ par lâcheté sociale. Édouard se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le jardin abandonné. « Madame Firmin, dit-il sans se retourner. Le jour de sa mort, j'étais ici, enfin décidé à la chercher. J'avais écrit une lettre disant que je renoncerais à tout pour que nous soyons ensemble, mais j'ai hésité. J'ai réécrit la lettre 10 fois, préoccupé par les mots justes, par le protocole approprié. » Sa voix se brisa. Pendant que je me préoccupais de l'étiquette, elle mourait seule. Madame Firmin s'approcha de lui, posant une main maternelle sur son épaule. Le baron ne pouvait pas savoir. Personne ne pouvait prévoir. « Si je pouvais, coupa-t-il, j'aurais pu être courageux dès le début. J'aurais pu assumer mes sentiments quand elle était encore ici, encore vivante. Au lieu de cela, j'ai permis que mon orgueil et ma position sociale soient plus importants que l'amour. » La pluie battait contre les fenêtres avec une intensité croissante, et comme si le ciel lui-même pleurait la tragédie qui s'était abattue sur cette maison. Édouard resta silencieux de longues minutes. Puis, il se tourna vers Madame Firmin avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je veux que vous organisiez une messe, » dit-il avec une détermination soudaine. « Une messe solennelle pour l'âme de Céleste Morera. Invitez tout le voisinage, tous les propriétaires terriens de la région, tous ceux qui connaissent cette famille. » Madame Firmin écarquilla les yeux, comprenant immédiatement les implications de ce qu'Édouard proposait. Une messe solennelle pour une domestique, organisée par le maître et en présence de la haute société rurale, serait un scandale sans précédent. Ce serait une confession publique que Céleste avait signifiée bien plus pour lui qu'une simple employée. « Baron, dit-elle prudemment, êtes-vous sûr de cela ? Les gens vont commenter, ils vont tirer des conclusions. Qu'ils le fassent, répondit-il avec une fermeté qui surprit la gouvernante. Qu'ils disent exactement ce qui était vrai, que Céleste Morera était une femme extraordinaire, ou qui méritait bien plus que ce que ce monde lui a offert, qu'elle était intelligente, courageuse et bonne, qu'elle a ramené la vie dans cette maison quand tout le monde pensait cela impossible. Madame Firmin hésita. « Et s'il demande « Pourquoi vous faites cela ?» Édouard regarda directement dans les yeux de la femme qui avait servi sa famille pendant tant d'années. « Je dirai la vérité. Je dirai que je l'ai aimée et que j'ai été trop lâche pour assumer cet amour tant qu'elle était vivante. Je dirai que ma lâcheté l'a tuée aussi sûrement que la fièvre jaune. » Baron, tenta de protester la gouvernante, mais il l'interrompit. « Non, Madame Firmin. J'ai passé toute ma vie à me soucier de ce que les gens penseraient, à maintenir les apparences, à préserver une réputation qui, au final, ne vaut rien si elle est construite sur la négation de la vérité. » Sa voix gagna en intensité. « Céleste est morte en protégeant ma réputation. La moindre des choses que je puisse faire maintenant est d'honorer sa mémoire publiquement, coûte que coûte. » La messe fut fixée au dimanche suivant dans la chapelle du domaine. Un petit bâtiment de pierre qu'Hélène avait fait construire dans les premières années de leur mariage. Édouard rédigea personnellement les invitations qui furent remises à toutes les familles importantes de la région. Le texte était simple, mais chargé de signification. Édouard de Vasconcelos invite à la messe solennelle pour l'âme de Céleste Morera, qui a vécu avec dignité et est partie trop tôt de ce monde. La nouvelle se répandit dans la région comme une traînée de poudre. Dans les grandes maisons, dans les commerces de la ville, lors des rencontres mondaines, on ne parlait que de l'étrange initiative du baron de Sainte-Claire. Certains spéculaient sur une possible liaison romantique. D'autres suggéraient qu'il était devenu fou de chagrin. Mais tous s'accordaient sur une chose. Ce serait l'événement social le plus commenté de l'année. Le dimanche convenu,
La chapelle était bondée. Curieux, amis, voisins, tous étaient venus, mus par un mélange de respect pour le baron Édouard et une irrésistible curiosité quant à ses motifs. Même Albertine et Isabelle étaient présentes, venues spécialement de Paris, avec des visages qui mêlaient indignation et attente morbide. Édouard entra dans la chapelle, vêtu de son meilleur costume noir, mais sans la cravate de deuil qu'il portait depuis la mort d'Hélène. Ses pas résonnèrent dans le silence tendu, et tous les présents perçurent qu'il y avait quelque chose de différent en lui, une sérénité qui contrastait avec l'agitation qu'il devait certainement ressentir. Le curé, un homme âgé qui connaissait la famille de Vasconcelos depuis des décennies, conduisit la cérémonie avec dignité, mais son malaise face à la situation inhabituelle était visible. Quand vint le moment de l'homélie, Édouard se leva et s'avança vers l'autel, indiquant qu'il souhaitait parler. Un murmure parcourut la chapelle. Il était très inhabituel qu'un laïc prononce un discours pendant une messe, mais personne n'osa protester. Le baron Édouard de Vasconcelos avait toujours été respecté dans la région, et sa parole avait du poids. « Mes chers voisins et amis, » commença-t-il d'une voix claire et ferme, « je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi j'ai organisé cette cérémonie en mémoire d'une jeune femme qui n'a travaillé que quelques mois dans ma maison. » Le silence dans la chapelle devint absolu. Albertine et Isabelle s'entre-regardèrent, pressentant ce qui allait arriver. Céleste Morera n'était pas seulement une domestique, continua Édouard, regardant directement l'assemblée. C'était une femme d'une intelligence exceptionnelle, d'un caractère irréprochable et d'une bonté qui a ramené la lumière dans cette maison après des années d'obscurité. C'était aussi la femme que j'ai aimée profondément et que je n'ai jamais eu le courage d'assumer publiquement. Des murmures parcoururent la chapelle. Quelques dames s'éventèrent nerveusement, quelques hommes toussèrent, gênés, mais tous restèrent à leur place, hypnotisés par la confession publique qui se déroulait devant eux. Céleste est partie de ce domaine pour protéger ma réputation, poursuivit Édouard, sa voix gagnant en intensité émotionnelle. Elle a sacrifié son propre bonheur parce qu'elle savait que notre différence de classe sociale provoquerait un scandale. Et moi, l'âge que je suis, je l'ai laissé partir. J'ai permis que ma préoccupation pour les conventions sociales soit plus importante que l'amour véritable. Albertine se leva brusquement, le visage rouge d'indignation, mais Édouard continua sans lui prêter attention. Céleste est morte seule à Marseille, s'occupant d'étrangers, victime de la fièvre jaune. Elle est morte le jour exact où j'avais enfin décidé de la chercher et de la demander en mariage, mais il était trop tard. Ma lâcheté l'a tuée aussi sûrement que la maladie. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de plusieurs personnes dans l'assistance. Madame Firmin, assise dans l'une des premières rangées, pleurait ouvertement. « Cette messe n'est pas seulement un hommage à Céleste, » dit Édouard, sa voix se brisant légèrement. « C'est ma confession publique que j'ai été un lâche et un sot. C'est ma demande de pardon à une femme qui ne peut plus m'entendre, et c'est ma promesse que je vivrai le reste de mes jours en honorant sa mémoire, en étant l'homme courageux qu'elle méritait que je sois. » Le silence qui suivit la confession d'Édouard fut assourdissant. Pendant de longues secondes, personne ne bougea. Personne ne respira, tous digérant ce qu'ils venaient d'entendre. Alors, lentement, les réactions commencèrent. Albertine fut la première à se manifester, se levant avec une dignité offensée. « Édouard, dit-elle d'une voix cinglante, vous avez complètement perdu la raison. Vous déshonorez la mémoire de ma sœur Hélène et ruinez le nom de la famille avec cette confession ridicule. Au contraire, répondit Édouard calmement, j'honore enfin la vérité. Hélène a toujours su que je l'aimais, mais elle savait aussi que l'amour peut prendre différentes formes. Je ne déshonore pas sa mémoire en admettant que j'ai retrouvé l'amour. » Isabelle, aux côtés de sa mère, semblait sur le point de s'évanouir. Toute sa stratégie soigneusement planifiée pour conquérir son oncle s'était effondrée de manière spectaculaire et publique. Plusieurs autres personnes commencèrent à se lever, certaines clairement scandalisées, d'autres apparemment émues par l'honnêteté brutale de la confession.
C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Monsieur Antoine Dubois, l'un des propriétaires terriens les plus respectés de la région et patriarche d'une des familles les plus traditionnelles, se leva lentement et commença à applaudir. C'était un applaudissement solennel, respectueux, mais clairement approbateur. Progressivement, d'autres se joignirent à lui. Pas tous. Il y avait de nombreux visages désapprobateurs dans l'assistance, mais une part significative des présents. C'était comme si le courage d'Édouard d'assumer publiquement ses sentiments, même en connaissant les conséquences sociales, avait touché quelque chose de profond chez ces personnes habituées à vivre selon des conventions rigides. « Baron Édouard, dit M. Dubois quand les applaudissements cessèrent, en 30 ans d'amitié, je n'ai jamais rien entendu de si humain. Nous avons tous ressenti le poids des conventions sociales, mais peu ont le courage d'admettre quand ces conventions nous empêchent d'être heureux. » « Facile à dire pour un homme, rétorqua Madame Mathilde Leclerc, l'une des matrones les plus influentes de la région. Mais quel message cela envoie-t-il à nos filles, qui devraient aspirer à des relations avec leurs domestiques? Cela envoie le message, répondit Édouard avec fermeté, que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par son origine sociale, mais par son caractère. Céleste valait plus que bien des dames de la haute société que je connais. La provocation était trop directe pour être ignorée. Plusieurs murmures indignés s'élevèrent, mais Édouard ne recula pas. « Je sais que beaucoup d'entre vous ne me pardonneront jamais cette confession, » continua-t-il. Dans les mois qui suivirent la messe pour l'âme de Céleste, la vie d'Édouard changea drastiquement. Comme il l'avait prévu, il subit une sorte d'ostracisme social. De nombreuses familles de la région commencèrent à l'éviter. Les invitations aux événements sociaux cessèrent, et sa position dans la hiérarchie rurale locale fut sévèrement ébranlée. Mais paradoxalement, pour la première fois depuis des années, Édouard se sentait en paix avec lui-même. Il s'était libéré du poids de maintenir une façade sociale qui l'étouffait. Et bien que la douleur de la perte de Céleste restât aiguë, elle n'était plus compliquée par le remords d'avoir été lâche. Albertine et Isabelle quittèrent définitivement le domaine 1 semaine après la messe, jurant de ne jamais revenir. Avant de partir, Albertine fit une dernière tentative pour le faire reconsidérer. « Édouard, dit-elle en guise d'adieu, vous pouvez encore arranger cela. Vous pouvez dire que vous étiez temporairement perturbé par le deuil, que vous ne saviez pas ce que vous disiez. Les gens comprendront. » « Non, répondit-il simplement, j'ai dit exactement ce que je voulais dire. Pour la première fois de ma vie, j'ai été complètement honnête. Avec le départ de ses belles-sœurs, Édouard réorganisa sa vie de manière radicale. Il vendit une partie des terres du domaine, ne gardant que ce qui était suffisant pour une vie confortable, mais sans ostentation. Avec l'argent de la vente, il établit un fonds qui offrait des bourses d'études à de jeunes talents d'origine modeste, sa manière d'honorer la mémoire de Céleste et de ses parents professeurs. Il transforma également une partie de la maison en une petite école rurale, où les enfants de la région pourraient apprendre à lire et à écrire gratuitement. Il engagea 2 professeurs de la capitale et supervisait personnellement le projet, y trouvant un but qu'il avait perdu depuis longtemps. Le jardin que Céleste avait soigné devint son projet personnel. Édouard se mit à consacrer des heures chaque jour à la culture des plantes, gardant toujours les rosiers blancs qu'Hélène avait aimés et ajoutant des immortelles, les fleurs préférées de Céleste, partout. C'est en travaillant dans le jardin, un matin de printemps 1894, qu'Édouard reçut une visite qui changerait à nouveau le cours de sa vie. Madame Firmin s'approcha de lui dans le jardin avec une expression curieuse, portant une lettre qui venait d'arriver. « Baron, dit-elle, une étrange correspondance est arrivée. Elle vient d'un avocat de Marseille, mais il mentionne la jeune Céleste. » Édouard interrompit immédiatement ce qu'il faisait et prit la lettre des mains de la gouvernante. L'expéditeur était maître Joachim Dubois, avocat et exécuteur testamentaire. D'une main tremblante, Édouard ouvrit l'enveloppe.
La lettre révélait une information qui le laissa sans voix. Céleste, dans les derniers jours de sa vie, avait dicté une lettre pour lui à l'avocat, demandant qu'elle lui soit remise si quelque chose lui arrivait. L'avocat, qui avait été absent de la ville pour d'autres affaires, n'avait pris connaissance du décès et de l'existence de la lettre que récemment. Édouard déplia le papier joint avec un soin extrême, reconnaissant immédiatement l'écriture soignée de Céleste, clairement écrite sous dictée. « Mon cher Édouard, si vous lisez cette lettre, c'est que mes craintes se sont confirmées et que la maladie m'a vaincu. Je ne veux pas que vous vous blâmiez pour ce qui est arrivé. La décision de quitter le domaine fut la mienne, prise par amour, et pour protéger ce que vous avez construit avec tant d'efforts. Je veux que vous sachiez que les mois que j'ai passés à vos côtés ont été les plus heureux de ma vie. Pour la première fois, je me suis senti valorisé non seulement pour mon travail, mais pour qui j'étais vraiment. Vous m'avez vu comme une femme intelligente et sensible quand le monde ne voyait qu'une domestique. Je sais que vous souffrez de notre séparation autant que j'ai souffert, mais je vous demande de ne pas laisser cette douleur vous définir. Hélène vous a appris à aimer profondément. J'espère vous avoir appris que l'amour véritable exige parfois des sacrifices douloureux. Ne vous refermez pas au monde. Le domaine a besoin de votre leadership. Les gens autour de vous ont besoin de votre bonté, et vous devez vous pardonner les choix que nous avons tous deux faits. Si un jour vous trouvez quelqu'un qui puisse vous apporter le bonheur à nouveau, n'hésitez pas. Ne commettez pas l'erreur de penser qu'aimer une autre personne serait une trahison à ma mémoire. Le cœur qui aime véritablement une fois peut aimer à nouveau. Et cela ne diminue aucun des amours. Prenez soin du jardin pour moi, les rosiers d'Hélène et les immortels que j'ai plantés, qu'elles fleurissent ensemble comme symbole que différents amours peuvent coexister en paix. Avec tout mon amour éternel, Céleste. Édouard lut la lettre 3 fois avant que les larmes ne l'empêchent de continuer. C'étaient des larmes différentes de celles qu'il avait versées depuis la mort de Céleste. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, mais aussi de soulagement et, étonnamment, de paix. Madame Firmin, qui avait observé sa réaction avec une inquiétude croissante, s'approcha de lui. « Baron, vous allez bien? Voulez-vous que j'appelle quelqu'un ?»« Je vais bien, » répondit-il, essuyant ses yeux et pliant soigneusement la lettre. Il regarda autour du jardin où les rosiers d'Hélène fleurissaient à côté des immortels de Céleste. « Elle m'a pardonné, Madame Firmin. Même en mourant, elle a trouvé la force de me pardonner. » Dans les jours qui suivirent, Édouard sembla renaître. La lettre de Céleste avait ôté de ses épaules un poids qui l'écrasait depuis sa mort. Il s'engagea avec un enthousiasme renouvelé dans les projets éducatifs. Il passa plus de temps avec les voisins qui étaient restés loyaux après sa confession publique et même recommença à peindre, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'époque d'Hélène. C'est lors d'un de ces moments, et peignant dans l'atelier improvisé qu'il avait aménagé dans l'une des pièces les moins utilisées de la maison, qu'il reçut une autre visite inattendue. C'était Marie-Josée, la veuve du professeur de la ville, qui avait perdu son mari l'année précédente et subvenait désormais seule aux besoins de ses 3 jeunes enfants en donnant des cours particuliers. « Baron Édouard, » dit-elle timidement. Je suis venu vous remercier pour la bourse d'études que vous avez accordée à mon fils aîné. Cela signifie plus pour notre famille que vous ne pouvez l'imaginer. » Édouard connaissait Marie-Josée depuis des années, mais toujours de manière superficielle, comme on connaît les membres respectés d'une petite communauté. Maintenant, l'observant avec attention, il vit une femme d'environ 35 ans, d'une beauté discrète mais frappante, avec des yeux intelligents qui rappelaient étrangement ceux de Céleste. « Vous n'avez pas à me remercier, » répondit-il, s'essuyant les mains sur une serviette pour la saluer correctement. « Votre fils a un talent exceptionnel. C'est un investissement dans l'avenir de la région. » Marie-Josée sourit avec une gratitude sincère. « Même ainsi, je sais que vous n'avez pas besoin de faire cela. Depuis que vous avez créé l'école et le fonds de bourse, de nombreuses familles ont bénéficié de votre générosité. » Ils conversèrent encore quelques minutes et Édouard fut impressionné par l'intelligence et la sensibilité de la femme. Quand elle prit congé,
Elle laissa derrière elle une sensation de calme et de bien-être qu'Édouard n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les visites de Marie-Josée devinrent plus fréquentes les semaines suivantes, toujours avec des excuses liées à l'éducation de ses enfants ou au fonctionnement de l'école. Édouard commença à attendre ces rencontres avec un plaisir croissant, découvrant en elle une compagne intellectuelle et une femme au caractère admirable. Contrairement à ce qui s'était passé avec Céleste, il n'y avait pas de barrières sociales insurmontables entre eux. Marie-Josée était veuve d'un professionnel respecté, éduqué et issu d'une famille connue dans la région. Si Édouard décidait de la courtiser, ce serait une relation socialement acceptée. Mais la mémoire de Céleste était encore très vive dans son cœur. Il y avait des jours où il se sentait coupable d'éprouver des émotions positives en compagnie d'une autre femme, comme si c'était une trahison envers l'amour qui lui avait coûté si cher. Ce fut un après-midi, alors qu'ils organisaient ensemble quelques livres pour la bibliothèque de l'école, que Marie-Josée aborda le sujet directement. « Édouard, dit-elle, ils avaient abandonné les formalités après des semaines de cohabitation. Puis-je vous poser une question personnelle ?» Il la sentit curieuse et légèrement appréhensive. « Vous n'avez pas encore fait le deuil de Céleste ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation douce. Je peux le voir dans la façon dont vous regardez le jardin, dans la mélancolie qui s'empare parfois de vos yeux. Édouard hésita, puis opta pour l'honnêteté, qui était devenue sa marque de fabrique. Mais il s'arrêta, cherchant les mots justes. Mais l'encouragea Marie-Josée doucement. Mais elle m'a écrit une lettre avant de mourir, continua Édouard, me demandant